On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée aux coupures du C3S au Richelieu-Rouville, notre centre de santé, coupures de lits, coupures de postes d'infirmières. La semaine dernière, on recevait la présidente du syndicat, Sylvie Jovin, qui dénonçait la situation. Cette fois, on va laisser l'occasion à la direction du C3S de justifier ses coupes, de justifier ses décisions. On reçoit à l'instant le docteur Sébastien Toussaint, qui est directeur général adjoint aux affaires médicales, et la directrice générale, Mme Christine Lessard. Vous le savez, on est dans un contexte d'austérité, de coupure budgétaire. C'est instauré aussi par le nouveau gouvernement Couillard. On le sait, on est déjà en préparation de budget. Toutes sortes de rumeurs de ballons d'essai qui sont lancées, mais évidemment, on sent que l'impact sur les finances publiques sera important dans toutes les organisations. Au niveau municipal, c'est la loi 3. Au niveau des commissions scolaires, c'est la même chose. Le ministre Barrette qui parlait même de l'abolition des agences de la santé, donc ça repart. Mais dans le journalier, c'est quoi l'impact pour nos propres institutions, nos propres organisations, notamment ici, le Centre de santé et de services au Richelieu-Rouville? On l'a vu en cours d'été, fermeture de lits, coupure de postes, donc ça frappe l'imaginaire collectif pour les patients, mais pour également les membres du personnel. Avec nous, deux invités pour en parler. D'abord, la directrice générale du C3S, Mme Christine Lessard. Bonsoir. Bonsoir. Et le directeur général adjoint aux affaires médicales, Dr Sébastien Toussaint. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je dis ça frappe l'imaginaire collectif parce qu'en même temps, puis je ne veux pas faire de la démagogie, mais la perception est souvent plus forte que la réalité. On dit, on coupe des infirmières, puis de l'autre côté, on nous dit, on est en pénurie d'infirmières. Là, les gens disent, on ferme des lits, on coupe des infirmières, mais on agrandit l'hôpital. Il y a quelque chose que les gens n'arrivent pas à saisir. Donc, comme on dit, je vous offre l'opportunité de répondre. Qu'est-ce qu'on répond aux gens quand les gens vous disent ce que je viens de vous dire là? Bien, je pense qu'il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire avec la transformation? On veut installer un mode ambulatoire plutôt que, dans le fond, ça rejoint plusieurs objectifs qu'on poursuit. Puis dans le cadre de notre planification stratégique, dans notre plan d'action, on avait prévu de revoir l'offre de services au niveau de l'ambulatoire. Il faut dire que l'ambulatoire n'était pas très développé à Saint-Jean-sur-Richelieu comparativement à d'autres milieux hospitaliers. Ce qui fait en sorte que pour certaines conditions cliniques, on hospitalisait alors qu'on aurait pu traiter en ambulatoire. Ça s'explique par l'historique et puis, bon, on peut comprendre pourquoi, dans le fond, il y a une pratique davantage hospitalière qui s'est installée à Saint-Jean. Alors, dans le fond, dans le cadre des orientations que le Conseil a retenues, dans le cadre de notre planification 2010-2014, on a voulu mettre un accent là-dessus pour développer des alternatives à l'hospitalisation pour des situations qui ne nécessitent pas justement d'hospitalisation. Alors, dans le fond, c'est une façon d'enrichir l'offre de services pour la population et d'offrir de très bons soins. Alors, c'est sûr qu'on a un contexte actuellement qui vient comme un peu accélérer notre processus de changement. Bien sûr, il y a un contexte financier à l'échelle du Québec. Donc, tous les établissements, dans le fond, sont confrontés là, à des réductions de dépenses. Alors, et ça nous amène, dans le fond, à revoir des processus de travail. Puis, nous, on veut le faire dans l'optique d'améliorer les soins et services. Alors, dans le fond, on met le focus sur le développement de nouvelles pratiques pour le bénéfice de la population. Avant même l'arrivée du nouveau gouvernement et des directives budgétaires, le C3S était déjà aux prises avec un déficit. Oui. Peut-être nous rappeler les raisons pour lesquelles on est aux prises avec un déficit. Comment se fait-il? C'est quoi le manque à gagner? 5,5 millions à peu près? Bon, maintenant, cette année, c'est 5,5 millions. Alors, c'est composé de... il y a deux aspects. Alors, il y a des réductions de dépenses de 3,3 millions pour l'année 2014-2015. Donc, ça commence au 1er avril 2014 pour aller jusqu'au 31 mars 2015. Et il y a aussi le déficit de la dernière année. Qui était de? Qui était de 2,2 millions. Alors là, il faut additionner ça et ça fait donc un 5,5 millions. Il faut composer avec un 5,5 millions de réduction de dépenses. Mais est-ce que c'est dû à des coupes budgétaires du ministère? Oui, oui. Alors, il y a là-dedans des coupes budgétaires. Il y a des mesures d'optimisation qui ont été demandées à toutes les régions administratives du Québec.
Pour la Montérégie, ça a été, si je me souviens bien, un 16 millions. Pour l'établissement, ça a représenté 1,7 million et il y a d'autres réductions d'autres facteurs. Alors, voilà. Puis pour le déficit, dans le fond, c'est un ensemble de facteurs. C'est sûr qu'on était aux prises, comme vous le savez, avec une situation assez difficile pour laquelle il a fallu mettre en place des mesures qui allaient au-delà des normes parce que vraiment, on appliquait intégralement les normes qui sont préconisées en matière de prévention des infections. Mais dû à un ensemble de facteurs, comme vous le savez, il y a un agrandissement qui s'en vient. On a diminué au fil du temps à cause de la surcapacité le nombre de chambres privées. Alors, ça n'a pas été un facteur aidant. Alors, il y a ça. Il y a un ensemble d'autres facteurs. L'arrivée des médecins spécialistes, comme on vous a déjà expliqué, qui a impliqué une augmentation des volumes d'activité. Donc, sous l'ensemble de ces facteurs-là, il faut quand même donc arriver en équilibre budgétaire. Docteur, oui. C'est une obligation, c'est la loi. Il y a une loi sur l'équilibre budgétaire. Puis la voie qu'on a privilégiée dans la transformation hospitalière vise justement à permettre de donner des meilleurs soins puis des meilleurs services à la population. Si on se réfère à il y a une vingtaine d'années, puis on regarde le virage ambulatoire qui s'était fait en chirurgie, par exemple, on se souviendra que les patients se présentaient avec leur valise le dimanche soir pour aller faire leur opération pour un hernie, par exemple, à l'aine. Et puis, ils arrivaient le dimanche soir. Le lundi, c'était les tests, l'électro, puis il y avait une consultation en spécialité le lendemain s'il y avait des choses qui étaient anormales dans les résultats, puis on le programmait pour l'opération le mercredi. Les chirurgiens n'avaient pas le choix de passer par la filière hospitalière pour pouvoir opérer leurs patients. Et aujourd'hui, on fait ça en ambulatoire, en chirurgie d'un jour. Le patient rentre la journée même et il part le soir. Mais à quel endroit sommes-nous en retard par rapport à d'autres C3S au Québec concernant le virage ambulatoire chez nous? Donc, ce qu'on a regardé, puis comme Mme Lessard vous le spécifiait, c'est que dans les dernières années, on a regardé, ça faisait partie de notre planification stratégique, de faire des services ambulatoires plus importants. Et dans la dernière année, on a des études qui ont regardé les grands utilisateurs, le programme Synergie qu'on appelle, où on a vu vraiment là, le profil où il y a à peu près 45 lits qui sont utilisés en permanence dans l'établissement pour des patients qui ont plus que 5 visites à l'urgence puis plus que 3 hospitalisations à l'hôpital. Donc, c'est des patients qui, possiblement, s'ils sont mieux orientés, mieux gérés dans la pratique des cliniques privées, dans la pratique de notre soin à domicile, dans les diverses sphères ambulatoires du C3S, que ces patients-là, on est capable d'éviter ces séjours-là hospitaliers. Et à ce titre, par exemple, on a 300 patients en date d'aujourd'hui qui sont pris en charge par ce programme Synergie, et ça représente une économie de 5 lits actuellement dans l'hôpital. Ça, c'est un volet. On a un autre volet qui est le 45 lits, qui est plus en lien. C'est un autre 45 lits, c'est pas parce qu'on a voulu faire ajuster les chiffres, là, mais ça correspond également à un 45 lits qui est utilisé en permanence par des clientèles de longs séjours, des séjours plus que 15-20 jours dans l'hôpital. Et là, on voit un arrimage possible justement dans le service ambulatoire à déployer, parce que ces clients-là, souvent, ils restent à l'hôpital parce que le médecin qui l'hospitalise ne veut pas qu'il tombe entre deux chaises, ne veut pas le renvoyer chez lui parce qu'il y a un résultat de scan à avoir, il y a un résultat de biopsie à avoir, il y a un examen de médecine nucléaire à programmer dans les prochains jours. Et ces examens-là, il ne veut pas que ça tombe à l'insu de son médecin traitant ou à l'insu des médecins. Donc, il veut avoir une infirmière clinicienne qui va être capable de ramener l'ensemble des résultats et définir dans quel délai de temps il doit être revu. Mais est-ce que les médecins de l'établissement sont derrière vous pour ces changements-là? Ma compréhension, quand je vais regarder l'actualité du mois d'août, et même votre propre déclaration, j'avais l'impression que finalement, oui, je m'attendais à ce que le syndicat crie au loup. C'est normal, on comprend la situation. Mais ce que j'ai compris tout récemment, il y a un groupe de 9 médecins signataires qui, visiblement, ne sont pas en accord avec votre réorganisation. Mais moi, je dois dire qu'on était dans la période estivale, hein? Puis ce n'est pas le moment idéal pour initier des changements, mais compte tenu qu'on avait quand même certaines contraintes d'échéancier pour
s'engager dans des actions liées aux compressions budgétaires. Puis je dois dire que le choix qu'on fait au niveau des compressions, on veut que ça ait du sens, on veut être pertinent au niveau de ces mesures-là parce qu'à quelque part, il faut assurer l'accessibilité puis la qualité des soins. Hein, c'est une responsabilité de l'établissement. Est-ce que les médecins étaient derrière vous au départ? Bien, les médecins, au départ, sur l'idée de l'ambulatoire, ont toujours été d'accord. Toujours. Maintenant, c'est au niveau des modalités et des échéanciers. OK? Parce que comme ça s'est passé en pleine période d'été, on a reçu très tardivement le budget de l'agence. On l'a adopté le 11 juillet. Alors, il a fallu rapidement initier certaines actions. Mais là, ils vont entamer des discussions avec les 9 médecins en question. Il y avait eu des discussions avant sur l'idée, l'orientation de l'ambulatoire. Mais depuis leur sortie publique? Oui. Donc, on a un comité qui se rencontre à chaque semaine actuellement avec les chefs de département de l'hôpital, justement pour regarder c'est quoi ces modalités-là pour concrétiser le projet de façon sécuritaire, puis avec toute la qualité à laquelle les médecins s'attendent. Fait que ça, on est en discussion actuellement activement. J'arrive d'une rencontre de ce type. C'est sûr que c'est la rapidité d'action qui fait en sorte que les médecins ont beaucoup réagi. Parce que l'idée même de la transformation hospitalière, ça a du sens clinique. On sait qu'on donne des meilleurs services aux patients quand on les a en ambulatoire. Puis on sait qu'un patient couché à l'urgence va se déshydrater, va commencer à être un peu plus perdu, des troubles de mémoire. Il va avoir déjà, après le premier 24 heures, il va avoir une fonte musculaire dans un lit. On sait qu'on ne rend pas service à nos clients en les gardant alités dans un lit. Donc, au point de vue clinique, ça a vraiment du sens pour les médecins. Que vous posez la question à un médecin, est-ce que vous êtes d'accord avec une coupure de lit? Il va vous dire, je ne suis pas d'accord avec une coupure de lit. Mais êtes-vous d'accord avec une transformation hospitalière en ambulatoire? Ils sont tout à fait en accord. Et c'est la rapidité sur laquelle ils trouvent que c'est très rapide, les changements. Mais ils acceptent, justement. Et c'est pour ça qu'on a des tables actives actuellement avec les médecins pour travailler sur les modalités. Oui, puis je dois dire aussi, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il y a un momentum. Il y avait un momentum à l'effet qu'avec l'ouverture du CHSLD Saint-Jean, qui est en partenariat public-privé, dans le fond, c'est 66 places qui étaient disponibles pour notre réseau local. Et annuellement, en moyenne, on avait 22 personnes âgées qui étaient dans nos lits de longue durée, qui n'avaient plus besoin, qui n'étaient plus en soins actifs, qui ne nécessitaient plus de soins de courte durée, mais qui attendaient dans les lits d'hôpital pour avoir une place d'hébergement. Et comme le CHSLD a ouvert le 28 août, on a eu un très bon partenariat avec la direction du CHSLD. Et on a pu, à ce moment-là, offrir à notre clientèle, en attente d'hébergement, qu'elle soit à l'hôpital ou à domicile ou même dans nos propres CHSLD, de pouvoir se loger au niveau du PPP. Donc, ça libérait tout d'un coup 22 lits à l'hôpital. Alors, vous comprenez que là, c'était plus facile de faire le changement. Prenons un exemple concret qui, moi, m'a frappé en cours d'été parce que, bon, évidemment, je suivais l'actualité. Je savais qu'un jour ou l'autre, on allait se rencontrer. Puis, il y a quelques semaines à peine, c'est un exemple concret, là, ma propre mère s'est cassé un poignet en voulant grimper dans les armoires. Très mauvaise idée, évidemment. C'est arrivé en début d'après-midi, il était super bien traité, très rapide à l'urgence et tout ça. Finalement, on l'a opéré en début de soirée. Évidemment, quand elle est revenue de son opération, la salle de réveil était comme fermée, dépassée 21 heures, donc on l'a envoyée au 5e avant de la libérer à 23 heures le soir. Mais la jeune fille qui s'occupait de ma mère me disait, elle dit, moi, je fais partie des personnes coupées. La question que moi, je me suis posée, je prends le cas de ma mère, mais ça pourrait être le cas de n'importe qui, si la jeune fille qui s'est occupée de ma mère jusqu'à 23 heures au 5e étage se fait couper, dans le cas similaire, qui va s'occuper de la personne qui est là? Finalement, est-ce qu'on va la garder parce qu'on n'aura pas personne pour s'en occuper? Le plateau technique que vous venez d'illustrer correspond exactement au type de plateau technique qu'on veut favoriser dans l'hôpital. Donc, je vous dirais, puis là, on rentre dans les questions spécifiques. Est-ce qu'elle remplaçait quelqu'un? Est-ce qu'elle était à la bonne endroit, etc.? En fait, c'est le type de soins ambulatoires qu'on a favorisé du côté de la chirurgie, notamment, comme je disais depuis les 20 dernières années, puis qu'on veut continuer parce qu'il reste encore quelques types de chirurgie à passer dans ce mode ambulatoire-là.
Mais c'est exactement cette analogie-là qu'on veut faire avec les cas de santé physique, donc de médecine dans l'hôpital. Et on veut faire justement ce type de plateau-là, cette possibilité de faire le suivi, comme je vous disais, puis le week-end. Ouais. Mais justement, dans l'hypothèse où vous faites une chirurgie en soirée et que la chirurgie d'un jour ferme à 21 h, à moins que ça change, je ne sais pas, là. Mais si ça ferme, après ça, les patients, vous les envoyez où? Si vous ne voulez pas les hospitaliser, vous faites quoi avec? Donc, le pour les surveiller, pour surveiller les signes vitaux jusqu'à temps qu'on puisse donner le congé. Donc, on a toujours un objectif d'essayer d'élargir nos heures d'ouverture le plus possible pour permettre justement de répondre à l'ensemble des besoins de la clientèle. L'hospitalisation. Tout à fait. Mais dans le fond, c'est que dans la transformation puis dans la mise en place de l'ambulatoire, dans le fond, on réinvestit en ressources au niveau de l'ambulatoire pour faire en sorte que toutes les ressources professionnelles de soins infirmiers dont on a besoin soient disponibles, assurer l'expertise. Alors, on va être en soutien aussi au niveau, parce qu'on veut s'assurer évidemment de la formation, etc. C'est sûr que la transformation occasionne des abolitions de postes, mais il n'y a pas de perte d'emploi. Pourquoi? Bon, expliquez-nous, parce que là, oui, nous, on voit le chiffre, on dit qu'il y a 80 postes d'infirmières. Oui. Là, je comprends que là-dessus, il y avait des postes d'ouverts non comblés. Exactement. Bon, il y a beaucoup de postes vacants. Alors donc, on est en mesure là, de pouvoir offrir un emploi aux personnes qui sont visées. Puis on n'a même pas encore considéré les personnes qui s'en vont à la retraite, et ça va occasionner évidemment des postes vacants ou des longs remplacements. Alors, parce qu'il y a quand même un défi RH, là, c'est-à-dire que là, il y a le phénomène de la supplantation. On est dans une organisation conventionnée. Oui, on va respecter ça. Je ne sais pas comment sont les relations avec le syndicat. On va respecter ça. On est conscient qu'il y a des impacts pour le personnel, hein, forcément. Surtout la supplantation, en bon français, c'est du bumpage, là. Oui, et ça, oui. ça mais il y a des règles, il y a des règles de convention, puis on va respecter ça intégralement. Et puis, dans le fond aussi, il y a tout l'aspect de la communication, on a rencontré les employés touchés, les équipes. On a beaucoup de liens avec les syndicats qu'on rencontre à chaque semaine. Moi, à chaque 2 semaines, j'ai une rencontre aussi avec les syndicats. Alors, on va le faire avec les gens, puis au fil des prochaines semaines, on apporte les ajustements nécessaires pour faire en sorte que ce soit efficace comme mode de fonctionnement. Bon. Et respectueux de tout le monde. Respectueux de tout le monde, oui. Parce que là, vous, votre échéance, c'est quoi? C'est le 1er avril? C'est le prochain budget? Disons que dans un premier temps, hein, on avait prévu là, une fermeture d'un nombre de lits, c'était au 15 septembre. 15 septembre, autour d'eux. Mais là, on va y aller plus progressivement. Alors, pour se donner le temps, justement, avec les équipes de travail, de travailler sur les processus, les arrimages entre les services, pour que ce soit un mode ambulatoire, mais qui soit rendu de façon efficace. Une fois toute cette réorganisation complétée, est-ce qu'on sera en mesure d'avoir un budget d'opération équilibré? Bien, disons que c'est un des éléments majeurs pour nous aider, justement, c'est que ça dégage la marge de manœuvre. Puis ce qui est intéressant, quand je parlais de pertinence des actions, c'est que, dans le fond, on est dans les bonnes pratiques cliniques. Alors, vous comprenez que, par exemple, une unité qu'on opère là, à 24 heures sur 24, c'est un 3,5 millions de dollars à peu près. Quand on y va sur un mode ambulatoire, bien sûr, c'est pas, les gens vont pouvoir continuer à se faire hospitaliser, hein, selon leurs conditions, puis si c'est requis. Ça, il n'y a aucun problème. Mais donc, on fait des économies, bien sûr, parce que ça ne nécessite pas du personnel de nuit, par exemple, puis vous comprenez qu'on peut générer de la marge de manœuvre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger, je comprends la réorganisation, puis on verra le résultat, mais que si on a moins de personnel ou moins de postes que les gens occupent pour offrir des soins, de se ramasser avec le phénomène inverse, d'être obligé de demander à ces gens-là de faire davantage de temps supplémentaire. Parce que la semaine dernière, la présidente du syndicat, Sylvie Jovin, nous disait quoi? C'est à peu près 75 000 heures en temps supplémentaire qu'on a eu l'an passé au C3S? Bien, selon les dires du syndicat. Je n'ai pas les chiffres, mais moi, je peux vous dire qu'on a de très bons chiffres. Quand on compare le temps supplémentaire de cette année par rapport à l'an passé, c'est une diminution de 50 %.
Quand on compare nos heures de main-d'œuvre indépendante par rapport à l'année passée, c'est moins 66 Vous comprenez, ma question, c'est si on coupe des postes, est-ce qu'il n'y a pas un piège de tomber dans l'effet pervers, finalement? Là, on a coupé des postes, puis là, finalement, on manque de bras, on manque de mains, puis on va être obligé de demander aux gens de faire plus de temps supplémentaire. Oui, mais l'objectif ultime, c'est de faire différemment, mais de faire mieux. Puis, je pense que le sens clinique que je vous apportais tout à l'heure, c'est vraiment de revenir à cette essence même-là. C'est quoi qui rend le plus service à nos clients? Puis, la filière hospitalière, elle répond à un besoin d'une certaine clientèle, mais pas de la majorité de la clientèle qui s'y retrouve actuellement. Puis c'est ce virage-là qu'on doit faire. Même les clients eux-mêmes. C'est toujours préférable de se rétablir à la maison quand c'est possible. Ça, c'est sûr. Là, tout le monde, il n'y a personne qui va écouter ça. Oui, il y a d'autres processus qu'il va falloir regarder aussi. Puis on est toujours en amélioration continue par rapport à nos services. Il y avait également d'autres inquiétudes à l'égard de la pédiatrie, parce que l'impression que ça nous a laissé, c'est que les coupures de lits affectaient notamment la pédiatrie. Et là, il semble y avoir une guerre de chiffres, là, à savoir le nombre de lits requis en pédiatrie. Mais c'est quoi le topo de la situation pour les impacts en pédiatrie au 5e? Bien, disons qu'actuellement, là, on travaille justement avec les équipes de soins et les équipes médicales là, pour apporter des ajustements au scénario qu'on a prévu. Fait que ce soir, on n'est pas à même de vous donner... Il y a combien de lits en pédiatrie en ce moment? Bien, une unité, chaque unité, c'est à peu près 35 lits. Là. Puis là, on parlait de diminuer ça à 8? Non, bien, pour la clientèle pédiatrique sur l'étage de pédiatrie, c'est 15 lits qu'il y a d'affectés pour cette 14 lits pour la clientèle pédiatrique sur l'étage qui comporte autour de 36 lits. Donc, on parlait de passer de 14 à 8 lits. Mais on est en train de regarder justement avec les équipes de travail actuellement sur les modalités exactes là, pour peaufiner justement les scénarios puis trouver c'est quoi le meilleur levier dans la transformation qu'on veut faire parce qu'à l'origine, ce qu'on veut faire, c'est de faire une meilleure pratique médicale au bout de la ligne. Puis là, on est en train de vraiment de, je dirais, fignoler, d'amener les dernières touches sur le plan final. En regardant ma revue de presse avant l'entrevue, je constatais une déclaration d'une assistante infirmière-chef qui disait « Comment peut-on réduire à 8 lits en pédiatrie alors qu'on a vécu des pointes à 16 ou 17 lits? » Donc, si vous avez à un certain moment dans l'année plus d'enfants hospitalisés, vous allez faire quoi? Ils vont être dans le corridor? Si on n'a pas assez de lits, je ne sais pas. Bien, c'est vraiment ça qu'on regarde actuellement avec les équipes médicales notamment. Regarder quelle flexibilité qu'on doit se donner, quel levier qu'on doit se donner. On regarde aussi en lien avec un plan de contingence, en lien avec justement cette équation-là. Donc, on est vraiment dans cette dynamique actuellement pour pouvoir faire notre virage ambulatoire au bout de la ligne, puis trouver le meilleur chemin pour y parvenir. C'est ça qu'on fait actuellement. Dans le contexte budgétaire. Oui. Tout à fait. Là, vous quittez. Après quoi, 38 ans dans le réseau? Bien, 38 années, oui. Je suis dans ma 38 années de service. Là, ça fait quoi, 6 ans que vous êtes à la direction? Mais là, je ne prends pas ma retraite. Non, vous en allez dans le privé, là, mais là, ça fait quoi, 6 ans que vous dirigez les destinées du C3S? Oui, c'était ma 6e année, oui. Quel est le legs que vous laissez? Parce que là, certains diront que vous quittez un peu dans la tourmente. C'est hors de votre contrôle. Je veux dire, c'est la situation avec laquelle on compose. Ça va créer peut-être de l'incertitude. Il va sûrement y avoir une intérim, un concours, un nouveau DG qui va arriver dans quelques mois. Bref. C'est quoi le leg que vous voulez laisser, là, parce que vous partez dans quelques semaines? Bien, oui. Bien, moi, je dois dire que, premièrement, c'est une opportunité qui m'a pris par surprise parce que j'étais pas en recherche d'emploi. Tu sais, je n'avais pas envisagé aller travailler ailleurs, mais ceci étant dit, comme vous le mentionnez, j'ai 38 années de service dans le réseau de la santé. Alors, ça m'a amené à faire une réflexion sur une dernière étape de mon parcours professionnel. Et finalement, bien, j'ai saisi cette opportunité-là au terme d'un processus là, de recrutement. Alors, c'est sûr que vous évoquez le fait que, bon, je m'en vais dans une période de grands changements. C'est jamais le bon moment, je pense. C'est peut-être pas le bon moment, mais ça sera jamais le bon moment, hein, parce que, comme on le sait, le réseau de la santé est en perpétuelle réorganisation. Je vous dirais, le legs que je laisse, bien écoutez, je pense qu'on a travaillé très, très fort avec toutes les équipes pendant les 6 années où j'ai été présente au CSSS. Je pense qu'on a mis en place des services qui sont un plus pour la population. Pensons à le projet d'agrandissement, c'est un projet majeur de modernisation.
Pensons à l'unité de médecine familiale, pensons justement au service ambulatoire, la maison des naissances. Alors, ça a été vraiment un travail d'équipe, puis j'insiste là-dessus parce que les gens ont vraiment travaillé très, très fort et je suis très fière des équipes de travail. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. On vous rappelle que le bac vert est obligatoire depuis le 15 septembre, donc vous devez vous en procurer, soit via Compo ou sinon Rona, BMR, Home Depot, bref, dans les grandes surfaces. À chaque semaine, on vous présente l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, un résumé des travaux du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire. N'oubliez pas le Télébingo en direct à tous les dimanches matins, 3 500 $ en prix. Sauf que pour la 100e de Télébingo, le dimanche 5 octobre, on augmente la cagnotte à 4 000 $, carte pleine donc à 2 500 $. Donc, achetez des livrets. Il y a une trentaine de dépositaires un peu partout sur le territoire. À demain. Bye-bye.